Devenir parent aujourd'hui est une aventure qui peut apparaître comme impossible, insurmontable à beaucoup d'adultes ou de jeunes adultes. Et pourtant c'est possible. Au début de toute aventure humaine, il y a un homme et une femme qui vont à la recherche l'un de l'autre, même s'ils ne le savent pas toujours. Un homme et une femme qui vont se croiser, se heurter ou se reconnaître et qu'un jour peuvent envisager de se rencontrer plus durablement, de se rapprocher et de former un couple. C'est-à-dire former une alliance pour construire une union sur la base d'un projet de vie, d'un engagement à se soutenir mutuellement. Ce sera aussi envisagé de partager un territoire commun et donc une intimité avec tous les possibles d'une vie sexuelle. Chacun va déposer chez l'autre un rêve de vie, parsemé d'attentes multiples, être aimé, compris, entendu. Envisager aussi un prolongement d'eux-mêmes, celui de faire ensemble un petit, de se donner un enfant. Faire un enfant, justement, mais lequel? Le tien ou le mien? Que de méconnaissances réciproques autour du désir d'un enfant. Il y a tellement de désirs différents dans le désir de concevoir un enfant. Et tout d'abord, est-ce un désir d'enfant chez l'un qui veut parfois un enfant poupée, un bébé objet, ou un désir d'adulte, un désir de type oblatif, tourné vers l'enfant à venir? Désir de concevoir, de porter durant 9 mois, de laisser sortir, de laisser grandir, d'élever avec une autonomie suffisante pour qu'il puisse enfin nous quitter un jour? Lequel de tous ces désirs va dominer, chez l'un, chez l'autre, des membres d'un couple, en puissance de fonder une famille? Est-ce le désir d'avoir un enfant qui sera par la suite emprisonné dans une dynamique de possessivité, de capter le bébé, de l'empêcher de sortir, ce qui donnera parfois lieu à des difficultés à la naissance, et par la suite dans sa relation au monde? Ou est-ce le désir de faire un enfant, en vouloir faire la preuve qu'on peut mieux faire que sa propre mère, ou qu'on sera un vrai homme si on réussit à mettre une femme enceinte? Il y a aussi quelquefois le désir de mettre en route un enfant, projet louable, mais en route dans quelle direction? La rencontre consciente ou moins consciente des désirs de l'un ou de l'autre, des protagonistes d'un couple, peut donner lieu à des luttes, à des conflits de désirs, à des blocages, stérilité de fidélité, si les désirs sont antagonistes, ou encore réveiller des violences et des autoprivations s'ils sont inhibés. Parfois le désir inconscient reste le plus fort, et malgré les obstacles, un enfant va être conçu, ce qui permet d'affirmer qu'un enfant non désiré n'existe pas, que c'est un mythe avec lequel vont se faire souffrir les enfants qui se sont crus non désirés, alors qu'ils ont été conçus, peut-être à partir du plus beau des désirs, le désir inconscient de l'un ou de l'autre de leurs géniteurs a donné la vie. Ces enfants sont conçus autour de la force et de la vitalité d'un appel, d'une rencontre capable de vaincre toutes les oppositions conscientes. Alors l'enfant a été conçu. Il est là, à l'intérieur d'un ventre. Il sera porté dans le meilleur des cas durant 9 mois. Il va grandir dans un univers unique, exceptionnel, sans commune mesure avec celui qu'il rencontrera après sa naissance. Quand il basculera à la sortie, dans l'infini de l'univers. Les bases de la construction d'une famille vont se définir et se structurer parfois subtilement dans cette période de la gestation. La présence de l'homme, sa parole, ses gestes, le partage de son imaginaire avec celui de sa partenaire vont être les premiers jalons aux rôles qui seront plus tard partagés ou qui seront absents dans le devenir de cet enfant. À la naissance, va alors commencer pour la femme et pour l'homme le dur apprentissage de devenir des parents. Car jusque-là, le bébé avait, dans le meilleur des cas, seulement 2 géniteurs, qui vont avoir à reconnaître en eux et à apprendre qu'ils ne sont pas toujours prêts à être un père, une mère, un papa ou une maman pour ce bébé qui arrive, qui est là, qui envahit des fois tout l'espace d'un appartement ou de la vie d'un couple. Au début de la vie, un bébé va avoir plutôt une maman comblante, gratifiante,
Puis au cours des mois suivants, il va découvrir qu'il a aussi une mère avec les premières frustrations, quand la maman n'obéit pas à tous ses désirs et qu'elle commence à organiser ses réponses à travers un dosage de satisfaction et de refus, de réponses différées par rapport aux attentes du bébé qui sont, elles, toujours impérieuses, avec un besoin de satisfaction immédiate. Et j'appelle justement sevrage relationnel le passage pour un bébé de la maman à la mère, c'est-à-dire la transition, la mutation d'une relation jusqu'alors globalement gratifiante et comblante en une relation qui va devenir un peu plus frustrante, moins gratifiante. Le sevrage relationnel commence à faire entrevoir à l'enfant l'immense fossé ou le décalage qu'il y a entre ses expectatives, ses désirs et les réponses qu'il va obtenir ou ne pas obtenir de la part de l'entourage. L'aventure va se poursuivre avec la présence ou l'absence d'un papa. S'il est présent, sa présence, ses interventions vont limiter le risque d'une trop grande symbiose entre l'enfant et la mère. Il aura donc une fonction séparatrice. C'est un des rôles dévolus au père que d'introduire justement à la fois une séparation mais une ouverture, de favoriser un certain détachement de l'enfant à la mère pour favoriser un passage vers le monde extérieur. Il y aura donc à ce moment-là de nouveaux ajustements, des nouvelles mises en cause, des tensions. Et puis, là aussi, un papa va commencer à devenir père en introduisant des interdits, des refus, des règles. Le père symbolise, faut-il le rappeler, le garant de la loi, qui s'oppose parfois et contrarie. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.